On les monte les unes contre les autres et puis on regarde ce qui se passe. Et effectivement, les personnes s'entretuent. Là, effectivement, c'est le management qui induit, mais ce sont toujours des comportements individuels quand même. Clara Gonzalez. En fait, je voudrais réagir sur la question de savoir si l'employeur il est toujours responsable ou pas. Il faut savoir aujourd'hui que légalement, l'employeur il a une obligation de résultat d'assurer la santé et la sécurité de ses salariés. Ça veut dire, en ce qui concerne le harcèlement sexuel notamment, et il faut savoir que c'est toujours accompagné de harcèlement moral ou pratiquement toujours, l'employeur il a l'obligation de s'assurer que dans sa société, il y a les conditions qui vont faire qu'il n'y aura pas de harcèlement sexuel. S'il constate un cas de harcèlement sexuel, il a l'obligation de réagir. Donc, je pondérerai un peu ces propos parce que, évidemment, que l'employeur il a une responsabilité et qu'il est responsable envers ses salariés et envers la société d'assurer cette sécurité. Donc, les cas dans lesquels il y a des harcèlements sexuels ou du harcèlement moral, on se rend compte quand même qu'il y a souvent des conditions qui ne sont pas faites, qui ne sont pas mises en place pour les empêcher. Et évidemment, il faut le voir d'un point de vue un peu plus global, dans le monde du travail qui est effectivement extrêmement compliqué et dans la société qui ne permet pas d'avoir les conditions idéales pour recueillir la parole des femmes qui sont victimes de harcèlement sexuel. Maître ? Alors juste sur ce sujet, effectivement, l'employeur a une obligation de sécurité. Il faut savoir qu'un certain nombre d'entreprises mettent en place des dispositifs, notamment d'information et de communication auprès des managers pour les alerter et les sensibiliser au thème du harcèlement moral et plus largement aussi du harcèlement sexuel. Mais cela n'empêche pas qu'un salarié devienne, entre guillemets, du jour au lendemain auteur de harcèlement moral. Mais est-ce que les patrons, les employés, est-ce qu'ils sont au courant de tout ça? Est-ce qu'ils sont au courant de tous ces cadres? Ils devraient l'être, dit Clara Gonzalez. Et quand ils le sont, quand ils le sont, ils mettent en œuvre des mesures. Alors il y a les mesures de prévention dont je viens de parler, qui sont des mesures en amont où on fait de l'information, de la communication auprès des salariés, auprès des représentants du personnel, parce qu'on peut-être qu'on en touchera un mot, mais vous avez dans les entreprises un comité d'hygiène, de sécurité des conditions de travail et les représentants du personnel ont aussi un rôle fondamental à jouer. Vous avez aussi le médecin du travail qui joue un rôle prépondérant, qui peut alerter l'employeur sur la situation d'un salarié qui est venu le voir pour lui faire part de son désarroi, de son mal-être au travail. Donc, il y a un certain nombre d'acteurs dans l'entreprise qui peuvent agir en amont pour faire de la prévention et qui peuvent agir s'ils ont une difficulté qui leur est signalée. Pour répondre à votre question, évidemment, l'employeur ne cautionne pas ce comportement, ne pousse pas à ce comportement et quand il est informé de ce genre de comportement, on le sanctionne. Ouais. On en parle juste après la pub. Ne bougez pas, restez avec nous dans l'aide Liberté, Égalité, Diversité. Je vous le rappelle, vous pouvez réagir là tout de suite. Maintenant, hashtag LED, à tout de suite. Merci de nous retrouver sur l'aide, Liberté, Égalité, Diversité sur la chaîne numéro 23. Merci de votre fidélité. Réagissez quand vous voulez, hashtag LED, avec nos invités qui sont autour de ce plateau. Ce soir, on traite du harcèlement moral au travail. On poursuivait nos discussions autour évidemment d'une question qui intéresse tout le monde. Souvent, l'employeur est pointé comme celui qui est le méchant, le grand méchant loup, et la victime qui, elle, arrive comme fébrile, gentil, etc. Et qu'il ne faut pas toucher, qu'il faut choyer, etc. C'est un peu le cas ou pas? C'est caricatural. La pratique et la réalité est beaucoup plus complexe que ça. Et dans le domaine du harcèlement moral en particulier, en fait, chaque dossier est différent. Et dans chaque dossier, en fonction des éléments que le salarié va invoquer, alors pour être concret, je peux prendre des exemples, le fait de mettre un salarié à l'écart, de l'isoler dans un bureau, de ne pas lui donner d'augmentation de salaire quand j'en donne à tout le monde, d'avoir des propos vexatoires, humiliants en présence de collègues, voire de clients. Voilà, tout ça, c'est des éléments qui permettent au juge de conclure ou pas, ça dépend des circonstances, à l'existence d'un harcèlement moral. Et il faut voir que ce qui est compliqué côté entreprise, c'est que d'un côté, vous avez pour les employeurs l'obligation de sécurité vis-à-vis des salariés qui peuvent être victimes de harcèlement moral. De l'autre côté, l'employeur a l'obligation de sanctionner l'auteur du harcèlement moral ou du harcèlement sexuel. Et du coup, on se retrouve souvent
devant le Conseil de prud'homme dans une situation où d'un côté, l'employeur est attaqué par le salarié qui a été victime d'harcèlement moral sous prétexte qu'il n'a pas respecté son obligation de sécurité et donc vous avez des demandes de dommages et intérêts, etc. Et par ailleurs, le salarié qui a été désigné comme auteur de harcèlement moral et à l'encontre duquel l'employeur a prononcé une sanction, voire un licenciement, qui lui-même va saisir le Conseil de prud'homme pour contester la validité de son licenciement et demander des dommages et intérêts. Et du coup, on se retrouve dans une situation qui peut paraître un peu paradoxale et curieuse, où d'un côté, je protège les victimes de harcèlement moral, ce qui m'amène à sanctionner l'auteur du harcèlement, et je me retrouve au final avec deux contentieux devant le Conseil de prud'homme avec des décisions qui, le cas échéant, peuvent être contradictoires. Parce que dans votre contentieux avec l'auteur du harcèlement moral, le Conseil de prud'homme peut parfaitement vous dire « je considère que les faits ne sont pas suffisamment établis et donc le licenciement de l'auteur, entre guillemets, n'est pas fondé et donc vous lui devez un certain nombre d'indemnités ». Alors je veux quand même, j'insiste là quand même là-dessus, je veux revenir quand même sur ces histoires de profil, harceleur, harcelé. En fait, juste une réaction sur les contentieux devant le Conseil des prud'hommes. Il faut savoir qu'il y a quand même des cas. Alors effectivement, c'est extrêmement grave quand ça se produit et que l'employeur se retrouve face à une espèce de contradiction absolue face à ses obligations envers ses salariés. Mais en ce qui concerne par exemple le harcèlement sexuel, il faut savoir que l'employeur a le droit de renvoyer par exemple un supérieur hiérarchique qui est reconnu coupable d'agression et de harcèlement sexuel envers une subordonnée, et qu'en matière d'agression, c'est pareil, c'est un motif légitime de licenciement. Donc ce n'est pas non plus toujours le cas, et c'est extrêmement bien qu'on protège les victimes et qu'on puisse faire partir l'agresseur, le harceleur de l'entreprise. Ensuite, je reviens quand même là-dessus, c'est que ça fait 20 ans que les chiffres n'ont pas bougé en matière, enfin maintenant 26 ans en matière de harcèlement sexuel. C'est bien que malgré les chartes, malgré les mécanismes qui ont pu être en place, il me semble que les employeurs n'ont pas encore pris la charge de leurs responsabilités. Donc les chartes, c'est bien, mais les actions, c'est mieux. L'écoute du salarié, c'est mieux. La mise en place de cellules d'écoute, c'est encore mieux. Donc voilà, je pense qu'il y a un panel de possibilités qui doit être mis en place. Vous allez me pousser justement, vous m'avez un peu poussé précipitamment à aborder la question du harcèlement sexuel. Avant d'y arriver, je vais quand même laisser Dr Éric Goyen. Évidemment, j'ai posé une question, j'attends une réponse. Est-ce qu'il y a un profil type concernant le harceleur, le harcelé? Docteur. Alors, comme ça vient d'être dit, on n'a pas d'un côté un méchant harceleur et une gentille victime. Ça, c'est beaucoup trop caricatural. Les enquêtes montrent bien que la majorité des harceleurs ne sont pas conscients du mal qu'ils font, des conséquences de leurs actes. La plupart du temps, il ne s'agit pas d'un comportement méchant, délibéré, malveillant vis-à-vis d'une personne, mais beaucoup plus d'un manque d'attention, de préoccupation, de respect de l'autre. Pourquoi on harcèle? On harcèle souvent parce qu'on a peur. On a peur pour soi, pour son poste. On a peur de montrer son incompétence. On a peur de ne pas y arriver, de ne pas être à la hauteur, etc. On a peur de perdre son job. Je pense qu'on a tous plus ou moins des limites de dérapage que l'on peut faire si on est dans une mais vous nous laissez quand même un peu entendre qu'on peut être harceleur. On peut se retrouver dans la situation d'harceleur. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a des harceleurs malveillants, pervers, destructeurs, mais que ce n'est quand même pas la majorité. Il y a aussi des personnes qui sont débordées par la situation de travail qui les met avec trop de stress et qui peut les amener, parce qu'ils ont peur, à avoir des comportements qu'ils n'auraient pas dans un autre contexte. Mais tout le monde n'est pas comme ça, je suis d'accord. Ensuite, il y a des personnes qui peuvent harceler parce qu'ils sont envieux, jaloux et que l'autre a des privilèges que je n'ai pas et
ils ont, eux, plus ou moins délibérément, l'intention de se débarrasser de cette personne. On peut harceler aussi parce qu'on veut du pouvoir, tout simplement. Au fond, le but du harcèlement, c'est pratiquement toujours de se débarrasser de quelqu'un qui me gêne, qui fait de l'ombre, soit m'en débarrasser physiquement pour que la personne donne sa démission, parte, tombe en arrêt maladie, soit que la personne s'écrase et ne me fasse pas d'ombre. C'est au fond, il y a quand même cette notion qui est encore beaucoup plus forte dans le harcèlement sexuel, qui est une notion aussi de domination. Pardonnez-moi, parce que c'est très, non, mais justement, parce que c'est très intéressant, vous êtes en train de nous dire. Oui. Et tout à l'heure, Nathalie Kuperman nous exposait justement sa situation. C'est un peu ce que vous avez vécu. Moi, ce que j'ai observé, c'est que certaines personnes changeaient d'attitude. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai fait tout un travail dans le livre autour du groupe, du cœur, ce qu'on appelle le cœur des salariés. Mais en vous écoutant, effectivement, ça renvoie toujours... Vous en parlez dans votre ouvrage. J'en parle, puisqu'il y a une certaine Ariane Stein, qui est un personnage qui est effectivement, non pas harcelé, mais quand même un peu mis sur la... Oui, limite. Et on sent qu'elle va être sans doute dans la charrette de ceux qui vont partir. Et une situation se produit qui fait que tout d'un coup, elle reprend les rênes et qu'elle devient elle-même harceleuse. Harceleuse, ouais. Et donc, effectivement, c'est voilà. Il y a un retournement de situation, là. Il y a un retournement de situation, effectivement, oui. Que vous racontez très bien dans l'ouvrage, ouais. La fonction publique, c'est la plus touchée. Je ne vous l'apprends pas. La plus touchée que celle du privé. Est-ce qu'on a une explication? Pour quelle raison la fonction publique, elle est... ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a plus de harcèlement dans la fonction publique que dans la fonction privée? Absolument. Et ça dans tous les pays, toutes les études, toutes les statistiques le pourquoi? montrent. Parce que c'est l'effet pervers de la protection relative qu'ont les agents de la fonction publique. Quand on est dans la fonction publique, on ne peut pas démissionner comme intouchable. Ça. Et on ne peut pas non plus licencier facilement quelqu'un qui a un comportement abusif. Et donc, les situations de harcèlement se maintiennent très longtemps. Les personnes persistent dans leur comportement et leur situation et n'osent pas trop le dénoncer. Alors que dans le secteur privé, eh bien, quand une situation est trop difficile, on peut démissionner et espérer faire requalifier le licenciement au prud'homme. Ou bien on peut licencier un salarié qui pose problème, même si après on se retrouve au prud'homme. En tous les cas, on trouve des solutions beaucoup plus rapidement. Et puis je pense aussi qu'il y a un autre élément qui est beaucoup plus psychologique là, c'est que je crois qu'un employeur n'a pas intérêt, un employeur du secteur privé n'a pas intérêt à laisser se poursuivre très longtemps du harcèlement moral, parce que c'est contre-productif. Ça marche pas, ça met une ambiance épouvantable. Les gens s'entretuent. Pendant ce temps-là, c'est pas rentable. Donc, assez rapidement, un employeur du secteur privé qui a du bon sens va mettre fin à cette situation. Bon. Dans le secteur public, c'est le chef du chef qui est responsable et on a des situations... Je sens que vous allez provoquer un débat, vous, avec la fonction publique et la fonction privée. Je le sens ce soir. Vous êtes en train de nous laisser entendre que la fonction publique, bon, on laisse passer. On a eu quelques cas. Il y a le chef du chef qui doit attendre. On a quelques cas actuellement où il y a eu des suicides assez spectaculaires et où les situations sont actuellement... c'est le ministre qui essaie de trouver des situations. Nous avons été auditionnés il n'y a pas longtemps à l'IGAS pour des suicides dans la fonction publique hospitalière. Et c'est la ministre qui actuellement a demandé qu'on change quelque chose, qu'on fasse quelque chose, parce que ce n'est pas possible, toute cette souffrance dans la fonction publique. Donc c'est un vrai problème. Ouais. C'est un vrai problème. Et justement, le harcèlement, ça va beaucoup plus loin que ça aussi. Ça va aussi dans un chapitre que je vais aborder là, un chapitre qui est très cher à Clara Gonzalez. Depuis tout à l'heure, elle nous l'a bien fait comprendre. Il s'agit du harcèlement sexuel. Pareil, même question que j'ai posée tout à l'heure au docteur Éric Goyen. Alors, ça commence quand? Est-ce que, par exemple, si je vous cite une série de... est-ce que ça commence par un clin d'œil, par des séries d'SMS, par un attouchement? Est-ce que c'est ça, le harcèlement sexuel? Exactement. En fait, la définition juridique qui existe aujourd'hui dans le Code du travail et dans le Code pénal, elle est assez simple. C'est des agissements ou des comportements, des propos à connotation sexuelle, répétés au moins une fois
et une fois seulement ça peut suffire pour le caractériser, qui vont porter atteinte à la dignité de la victime ou créer à son encontre une atmosphère dégradante, humiliante ou offensante. Très concrètement, c'est quoi? C'est des invitations, des remarques, des propos déplacés. Ça peut être aussi des confidences sexuelles qui ne sont pas demandées par la victime. Ça peut être aussi des choses qui sont non verbales, c'est-à-dire des mimiques. Ça, c'est des choses qui se trouvent très souvent, des mimiques à connotation sexuelle. Ça peut être des affiches pornographiques. Voilà, ça peut être des textos, des emails à répétition, etc. Mais je pense que c'est très important de distinguer la drague et